les patrons, il y avait une culture de l'impunité qui était profondément ancrée au Sénégal. On avait ici une catégorie de personnes qui étaient considérées comme des intouchables. Et ces gens, il faut le dire, avec la prédation des deniers, la corruption, mais ils ont beaucoup sous-développé l'Afrique. Quand on regarde depuis 60 jusqu'à maintenant, ça a posé beaucoup de problèmes. Maintenant, de les attaquer de front, je trouve que c'est une très bonne chose. Vous faites allusion à la CREI, là? Que ça soit, c'est pas la CREI, c'est-à-dire c'est d'abord la loi sur l'enrichissement illicite qui a été élaborée sous Senghor. Hein. C'était adopté par Diouf, mais ça a été élaboré sous Senghor. Quand Senghor l'a fait avant de partir dans les années 80-81, ça veut dire quand même qu'il y a eu une conscience profonde des dégâts que ça a fait. Oui. Vous, personnellement, que pensez-vous de la CREI qui, selon certains militants des droits de l'homme, est une négation des libertés? Moi, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, ce que nous pensons de la CREI, nous l'avons écrit et nous l'avons envoyé aux autorités de façon très claire et très nette. Quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la CREI concrètement? Ce que nous pensons de la CREI, c'est qu'au moment où on est, où la justice est en train de travailler, je pense qu'il est assez tard. En ce moment, ce qu'il faut faire, c'est de laisser la justice continuer le travail jusqu'à la fin, quitte à, si vous voulez, évaluer après coup. Maintenant, ce que nous recommandons, et c'est fondamental, c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mettre un terme à l'impunité de ces actes, de ce qu'on appelle les crimes économiques. Et de deux, nous avons besoin d'une justice qui respecte les normes d'un procès équitable. Ça, c'est extrêmement important pour nous qui travaillons dans le domaine des droits de l'homme. Évaluer après coup, il peut y avoir des innocents en prison à ce moment-là. Évaluer après coup, mais peut-être que ça va prendre en charge. Vous savez, moi, je suis en train de regarder ce qui se passe. Et je suis totalement surpris, voire éberlué. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre vraiment des moments d'inversion, de rétroversion, je dirais même de perversion. Oui. Parce qu'on a vu quand même ici des gens qui se sont beaucoup amusés avec l'argent public. Nous avons vu des enfants de riches ici au Sénégal avec des dizaines de millions de francs. À la limite, c'était dans les journaux, tout le monde le sait. On a vu également des scandales financiers tous les jours pratiquement que Dieu fait. Donc, il me semble qu'il est extrêmement important avec les maigres ressources que nous avons et les 1001 problèmes du Sénégal qu'on y mette un terme. Oui, mais les juridictions de droit commun existent. Fallait-il réactiver la CREI qui sommeillait depuis 1981? Je dis, le moment de l'évaluation de la CREI, de mon point de vue, est passé au moment où les gens sont en justice. On laisse la justice travailler, parce que ce n'est pas un petit problème. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, ce n'est pas un petit problème du tout. Si vous faites effectivement la balance entre ce qu'on a subi comme préjudice, avec quand même la corruption, les détournements de fonds, et effectivement ce qu'on peut appeler les faiblesses de la CREI, on peut se dire que c'est une expérience qui, peut-être après coup, permettra de tirer les leçons pour qu'on puisse avoir une compatibilité entre une lutte résolue, ferme, efficace contre l'impunité de ces crimes économiques et en même temps un procès équitable. Mais tout ça, ça demande du temps. Ça a demandé beaucoup de temps d'ailleurs aux pays occidentaux. Ça demande de mettre en place des mécanismes qui soient efficaces, avec beaucoup de ressources, avec des personnes compétentes, pluridisciplinaires, comme le pôle financier par exemple en France. Nous, on commence. Moi, je dis, il faut saluer ces efforts. Quelles que soient les insuffisances qu'on trouve, quelles que soient les faiblesses qu'il y a, peut-être après coup, c'est une expérience que nous allons noter et renforcer. Oui. Mais de mon point de vue, la culture de la reddition des comptes commence à s'ancrer dans ce pays. Le rejet de l'impunité des cols blancs
commence également à s'ancrer dans le pays. De mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais justement, pensez-vous que la CREI garantit un procès équitable aux inculpés quand on sait qu'ils n'ont aucune possibilité de recours en cas de condamnation? Non, je vous ai dit que moi, même si j'étais dans la société civile, au moment où se déroule le procès, je laisse courir. Parce qu'en ce moment, on laisse la justice travailler. Après coup, on peut évaluer. Mais en ce moment-là, je pense qu'il faut laisser la justice travailler tranquillement. On n'a pas à s'immiscer dans les actions de la justice. S'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être choquantes, on peut le dire, mais de mon point de vue, concernant le processus qui est en cours, pas d'immixtion. C'est un avis que vous ne partagez pas avec la RADDHO, hein? La RADDHO qui dit clairement que la CREI est illégale, tout simplement. Moi, je dis ce que j'ai à dire sur la CREI. Non seulement je ne l'ai pas dit, mais je l'écris. Je dis voilà. Et c'est comme ça que je fonctionne avec l'État. Mais en ce moment où, effectivement, la justice est en train de juger ses prévenus, la meilleure attitude, c'est de laisser la justice suivre son cours. C'est quoi? Quand vous écriviez, c'était pour dire à Macky que la CREI était illégale? Mais ça, c'est entre le président et moi-même. Oui. Ok. Nous restons toujours dans le procès. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu un certain Bibo Bourgi comparaître sur une civière? Mais choqué. Choqué. Il ne faut plus connaître des images de cette nature au palais de justice. Quand quelqu'un est sur une civière avec les perfs, avec ses infirmiers, manifestement, quand vous regardez cette image, vous vous dites, la place de cet homme, c'est à l'hôpital. Donc, il faut le soigner. Une fois qu'il est guéri, qu'il comparaisse. Ou, à la limite, s'il va mieux, que ce soit les juges eux-mêmes qui puissent se déplacer à l'hôpital pour faire l'interrogatoire. Mais cette image-là, je pense que ça va être la dernière image qu'on aura à voir dans un palais de justice ici au Sénégal. Pourtant, le monde n'était pas aussi choqué qu'en voyant un certain Hosni Moubarak comparaître en Égypte sur une civière, lui aussi. Je dis, le Sénégal n'est pas l'Égypte. Moi, quand je vais en Égypte, à leur institution des droits de l'homme, mais franchement, c'est avec beaucoup de respect qu'on me regarde. Parce que quand même, le Sénégal a un leadership en matière de droits de l'homme. Le Sénégal, quand même, qui vient d'être reconnu. Et ça, effectivement, je trouve que c'est un exploit diplomatique, quand même, pour présider quand même l'Assemblée des États partis à la CPI, ça veut dire la justice pénale internationale. Mais le Sénégal ne doit pas montrer certaines images de sa justice. C'est ce que je pense. Nous devons rester vraiment, comme on dit, parmi les références. Et quand on est une référence, de mon point de vue, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Voilà, par exemple, le genre de choses sur lesquelles moi, je peux parler ouvertement pour dire... Et ça, c'est le militant des droits de l'homme. Parce que quand même, si vous voulez, vous pouvez être un président d'institution, il faut que vous soyez un militant en même temps. Et qu'il y ait des moments où vous regardez l'État dans les yeux pour dire, ou certaines institutions pour dire ça ne va pas. Ça ne correspond pas au respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, la CREI refuse l'évacuation sanitaire de Bibo Bourgi pour des soins en France. Est-ce une négation de son droit à la vie? De mon point de vue, s'il peut être soigné ici au Sénégal, on n'a qu'à le soigner au Sénégal. C'est donc selon ses avocats. Ils disent qu'il ne peut pas être soigné moi, ici. Ce ne sont pas les avis des avocats sur cette question, franchement, qui me satisfont. Ce qui me satisfait, c'est effectivement une expertise médicale disant qu'on ne peut pas le soigner ici. Mais si effectivement il y a des médecins qui disent qu'il peut être soigné à Dakar, et je pense que c'est le cas, il peut être soigné à Dakar. Vous pensez? Mais écoutez, moi je pense qu'il y a moi j'ai pris des avis, vous savez, comme je vous ai dit, hein, en tant que professionnel en matière de droits humains, je m'informe sur tout. Si je ne le fais pas, ce n'est pas la peine que je sois... Vous êtes persuadé que Bibo Bourgi peut être soigné au Sénégal? Il y a en tout cas des médecins qui disent qu'il peut être soigné au Sénégal. Donc on n'a qu'à le soigner au Sénégal. Moi, je n'entre pas dans ce débat parce que je ne maîtrise pas la question. Mais j'estime que s'il peut être soigné ici, qu'on le soigne ici. Et qu'est-ce qui risquerait d'arriver s'il mourait? Ah, ça serait quand même très grave. Ça serait très grave. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires quand même pour qu'il soit guéri. Ok. Nous allons progresser un peu, M. Alioune Tine, pour parler de la...
aujourd'hui. Samuel Sarr, membre du PDS, est en prison pour délit d'offense au chef de l'État. Pensez-vous qu'au Sénégal de 2014, on doit emprisonner des citoyens pour délit d'offense au chef de l'État? Écoute, ce n'est pas l'article 180, hein, ça c'est pas l'article 80, ça. Délit, comment dire, offense au chef de l'État, c'est un autre article. Mais en tout cas, lui, c'est l'article 80. C'est un article pour tout. Et le Sénégal, dans les recommandations, quand il a été interpellé à l'examen périodique universel, a effectivement dit qu'il pouvait supprimer l'article 80. Je pense que c'était en 2009 déjà. Je pense que ça va, c'est pas un problème. Oui. C'est pas un problème. Il faut aller sur cette voie-là. Mais bien sûr. Vers la suppression de Vers la suppression. Oui. Et même le Sénégal le reconnaît à l'épi. Sauf qu'en 2009, il n'y avait pas Macky au pouvoir. Je pense que 2009-2010, de toute façon, il y a une continuité de l'État. Hein. Mais depuis qu'on l'a fait en 2009, ils auraient pu le supprimer, ils ne l'ont pas fait. Malgré quand même l'avoir pris bonne note de la nécessité de supprimer cet article. Maintenant, offense à chef de l'État, le problème c'est qu'on ne met pas tellement de contenu. Il faut mettre du contenu. Parce que moi j'estime que l'institution présidentielle, c'est une institution extrêmement importante. Parce que si on la casse trop, c'est pas bien. Mais en même temps, il faut que l'offense, que si c'est une atteinte à l'honneur, si c'est la diffamation, comme vous et moi, je pense qu'on a la possibilité de porter plainte, de saisir effectivement les tribunaux, et bien sûr pour que notre honneur soit lavé. Si on nous a diffamé aussi, qu'on reconnaisse que c'est une diffamation, et si les personnes doivent être, je veux dire, punies, qu'elles soient punies. Maintenant, c'est ça. Mais délit d'offense à chef de l'État, si je prends l'exemple, par exemple, français, c'était puni, hein, même Sarkozy. Il y avait effectivement quelqu'un qui l'avait dit, mais casse-toi pauvre con. Oui, mais la France a supprimé ce dispositif. Ah oui, attention, oui. La France a été condamnée à 2 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pour ça, effectivement, que la France, je pense que c'est à partir de 2012 qu'ils l'ont supprimé. Oui, avec Hollande, oui. Voilà, en 2012, ils l'ont supprimé. Donc, bon, mais il faut qu'on marche, qu'on continue. Hein. Moi, je vous dis, donne un exemple, parce que si on ne connaît pas bien notre pays aussi, on risque de ne pas savoir où on met les pieds. Vous savez, la première, comment dirais-je, élection présidentielle post-indépendance, je veux dire, au suffrage universel, c'était le 1er décembre 1963. Il y avait combien de candidats? Un candidat. Il s'appelle Léopold Sédar Senghor parce que c'était l'Assemblée nationale qui parrainait 10 députés. Il n'y avait que des députés UPS. Et les gens, les Sénégalais n'étaient pas d'accord. Il y avait eu une résistance farouche, 10 000 personnes dans la rue. Il y a eu 40 morts. Les gens ne le disent, oublient de le dire. C'est la première élection. Et le président Senghor, combien il a eu? 100%. Après 63, vous avez eu 68. Ça a été très dur. Même Senghor a failli partir. Mais rapidement, Senghor a pris les dispositions nécessaires un peu pour ouvrir. Premier ministre, en mettant en place le Club Nation et Développement. Et puis, on a commencé dans les années 70-74 à reconnaître les partis politiques. C'est important. Vous convoquez l'histoire pour nous dire quoi en réalité? Pour vous dire, attention, 63, si vous regardez les caractéristiques du régime, c'était une dictature civile. Mais partout, effectivement, en Afrique francophone, c'était des dictatures militaires. C'était l'autoritarisme la norme. Mais nous avons su, avec la résistance des populations, avoir des acquis démocratiques que les gens ont arrachés par la lutte. Donc, pour finir, pour dire, sur les questions, par exemple, des libertés fondamentales que nous avons eues, quand vous regardez, je vous dis, 88, quand vous regardez 93, 2000, c'est parce qu'effectivement, les gens ont résisté. Donc, vous invitez les citoyens à arracher leurs droits? C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui ne pas s'engager dans une lutte, dans la confrontation pour ses droits. Il faut y aller par le dialogue. Il faut y aller par la négociation. C'est ce que vous avez fait le 23 juin 2011.
Le 23 juin, c'est oui. très grave. Parce que vous étiez descendu sur le terrain pour, en quelque sorte, arracher ce qui vous revenait de droit. Mais là, c'était une monarchie qu'on voulait instaurer au Sénégal. Aujourd'hui, on parle de dynastie, Faisal. Ah, c'est tout comme. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La dynastie Faisal, je ne sais même pas si ça existe, personnellement. Mais personne ne savait non plus que la monarchie sous Wade existait. Ah non. Quand même, le ticket, tout le monde savait où ça menait. Et même toutes les démarches avant le ticket. Ah oui, je vous demande de lire tout simplement le livre sur la France-Afrique, sur l'Afrique-France. Ça, c'est... Il faut voir effectivement le film sur tout ce qui s'est déroulé avant. Nous, en tant que RADDHO, on a eu d'excellents rapports avec Wade. Bien que chaque fois qu'il s'agit, bien sûr, de protester, on le faisait dans les règles de l'art. On le faisait avec beaucoup de fermeté. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Très souvent devant... Mais tout de même, quand on a dit ticket, avec 25%, vous avez un président de la République qui peut donner le pouvoir à qui il veut, on a dit non. Et les Sénégalais se sont mobilisés. Ça, c'est le peuple sénégalais qui s'est mobilisé le 23 juin. C'est inouï, on n'a jamais vu ça dans l'histoire politique post-indépendance. Le 23 juin, est-il possible encore sous Macky Sall? Moi, écoute, je ne lis pas dans la boule de cristal. Ce qu'on veut dire, c'est que si nous avons des menaces, si nous avons des problèmes, en point sénégalais, comme le disait Senghor, et de ce point de vue, il a réussi un peu quand même, jusqu'à ce qu'il parte, c'est les vertus. Ça, c'est une manière d'endormir les Sénégalais. Non, non, non. Les libertés, il faut les arracher sur le terrain s'il le faut. Vous pouvez les arracher, mais vous pouvez discuter. Mandela a fait une longue lutte, mais après, quand il a dit que c'était nécessaire, mais il a dialogué avec son leadership. Quand même, l'Afrique du Sud s'est émancipée. C'est ça qui fait de Mandela un grand homme. Après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a, tous les drames, toutes les tragédies, il s'assoit et il discute. Mais si on peut éviter tout cela, s'asseoir et discuter avant et avoir des résultats, mais c'est mieux. Mais les démocraties occidentales aujourd'hui, ce n'est pas des démocraties de confrontation. Hein. Il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup d'accords avec les sociétés civiles, avec les syndicats, avec les patrons, avec même l'opposition. Ils discutent chaque fois que c'est nécessaire. Donc, il me semble que nous, avec les périls, avec les menaces, et quand vous regardez notre sous-région aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la sécurité avec les djihadistes à nos portes, écoutez, sur le plan des trafics de toutes sortes, blanchiment d'argent, drogue et tout, je pense que nous, au Sénégal, je ne parle même pas de l'Ebola, hein. Oui, nous reviendrons sur l'Ebola tout à l'heure. Au Sénégal, et je dirais même en Afrique de l'Ouest, nous avons intérêt aujourd'hui à avoir des démocraties apaisées, négociées et toujours par le dialogue. Il faut qu'on avance, qu'on ait des acquis, qu'on discute. Les pactes républicains... Mais compromis ne signifie pas compromission. Pas du tout. Oui. Pas Parce du que tout. là, vous semblez nous proposer la compromission, là. Ce n'est pas la compromission. C'est pas la compromission. Vous savez, quand les gens éprouvent la nécessité de sortir dans la rue, ils sortiront. Hein. Mais il me semble que si effectivement on prend les précautions de discuter avec les gens, on peut l'éviter. On peut éviter que les gens sortent dans la rue, c'est mieux. Mais quand ils vont sentir la nécessité au plan historique, social, économique de le faire, personne ne peut les empêcher de le faire. Donc, moi je dis, j'attire l'attention parce que notre rôle aussi c'est d'alerter. Ouais. Nous disons, nous avons des périls. Donc nous avons intérêt à avoir une démocratie apaisée, civilisée. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'incivilité est érigée en norme. Dès que vous êtes incivil, on vous invite dans les journaux, vous parlez, etc. Et si on ne fait pas attention avec tous les bruits que nous produisons, on n'aura plus de normes, de références. Okay. Et ça arrive, hein? Oui. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit encore, on est dans une situation d'inversion axiologique, idéologique, dans une situation de réversion. Donc, il faut qu'on fasse attention. Qu'on fasse très attention au Sénégal pour qu'on avance, qu'on dialogue, qu'on soit entre nous, que le pacte républicain
qu'on négocie, qu'on discute pour qu'on avance. Mais si, effectivement, le champ politique ne produit plus de sens, ça va produire de la violence. Okay. Et ça, il faut l'éviter. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de péril. De ces périls-là, justement, cette interdiction de manifestation du PDS de la fois dernière. Disons, ce n'est pas de l'ordre du péril. Quand je vous ai fait l'histoire de la résistance des Sénégalais pendant des années, c'est pour dire que ces libertés-là de manifester, c'est dans notre ADN. Oui. C'est dans notre ADN. Et il faut le respecter. Oui. C'est inscrit dans la Constitution. D'ailleurs, entraver la liberté dans notre Constitution, c'est puni par la loi. Dans la Constitution du Sénégal. Donc, il faut qu'on prenne pleinement conscience que, effectivement, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel très fort pour, effectivement, que toutes les parties s'accordent pour que ces manifestations soient démocratiques, que ces manifestations soient des manifestations pacifiques. Mais, quand on est dans des situations d'incertitude, vous savez, il y a beaucoup de crises. Heureusement que le champ universitaire est en train d'être apaisé de plus en plus. Mais il nous faut effectivement avoir un champ politique aussi beaucoup plus apaisé, oui, beaucoup plus civilisé, où les gens discutent, où les gens dialoguent pour qu'on avance. Oui, le président Macky Sall est-il en train de remettre en cause les acquis démocratiques? Je ne pense pas. Je pense que par rapport au contexte actuel, il y a un certain nombre de précautions peut-être qu'il pense pouvoir prendre. C'est quoi? C'est en les interdisant de sortir dans la rue? Je dis les interdictions de manifestation, c'est lié peut-être à un contexte tout à fait spécifique. Oui, avec quand même ce qui est arrivé à l'université, on peut se dire, bon, on apprécie la situation, on peut dire que c'est chaud. Mais nous, notre comme on dit, notre point de vue, c'est de faire en sorte que le dialogue évite le maximum les manifestations de rue. Bien que les manifestations de rue soient quand même une liberté fondamentale reconnue par la Constitution, dont l'interdiction, s'il n'y a pas des moyens valables d'interdire ces manifestations, c'est considéré comme une entrave. Et ça, c'est puni par la loi. Voilà. La mort de Bassirou Faye, l'étudiant, faut-il passer par perte et profit le décès de ce jeune soutien de famille? Je pense que ce serait une erreur monumentale que de dire qu'on va passer ça par pertes et profits. Il faut que toute la lumière soit faite sur cette mort. C'est fondamental. Et c'est pour cela, effectivement, avant les événements, quand la crise a commencé, nous, on était présents à l'université. Au moment où c'est arrivé, on était à l'université. Et nous avons fait un communiqué pour condamner. Nous avons fait un communiqué pour exiger que la lumière soit faite et qu'on puisse prendre les responsables. Mais nous avons fait plus que ça. Nous sommes partis voir le ministre de la Justice et nous avons discuté. Pas seul. On était avec Amnesty International. Et il est évident que ce qu'il nous a expliqué sur tout ce qui est en train d'être fait par le procureur, d'abord l'autopsie, dès effectivement qu'on a su qu'il était tué par balle, l'expertise balistique. On a fait appel même à des gens à l'étranger pour le faire. Et il nous a donné l'assurance que tout sera fait par le gouvernement pour que le coupable soit arrêté et puni. Et ils ont un intérêt énorme à faire la différence à ce qui s'est passé avant. Sauf que là, ça traîne, hein? On a l'impression qu'il y a une volonté d'étouffer l'affaire, là. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont étouffer. Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de l'État aussi d'étouffer. En tout cas, nous avons été rassurés et nous avons espoir que, effectivement, le responsable va être arrêté et puni. D'après toutes les informations que nous avons eues auprès du ministre de la Justice, nous pensons que cette fois-ci, ça va être différent de ce qui s'est passé jusqu'ici. Et effectivement, nous avons intérêt au Sénégal, à l'heure actuelle, que les responsables de ce crime odieux
soient arrêtés et punis. Il y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Si on en est arrivé là, c'est parce que également, de l'autre côté, on a laissé pourrir une situation. La crise à l'université dure depuis maintenant beaucoup d'années, sans qu'une solution ne soit trouvée. Vous, la question de la crise universitaire, comment l'appréhendez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un trop-plein. Ensuite, il y a une violence qui est une violence structurelle, qui est rémanente, qui vient de plus en plus, qui est déjà à l'intérieur de l'université depuis très longtemps, pour beaucoup de raisons. Vous savez, l'université également, c'est un endroit où il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. L'université, c'est un endroit où il y a le débat, où il y a tous les partis politiques, où il y a également des espace politisé, en quelque sorte. C'est même bien, de mon point de vue. Une université dépolitisée, ce n'est pas une université. Dans la plupart des universités du monde, c'est la production des idées, c'est la contestation des idées dominantes, c'est de nouvelles idées qui arrivent, c'est de nouveaux partis qui arrivent, etc. Je pense même qu'on ne le fait pas assez. On ne fait pas assez aujourd'hui, si vous voulez, dans la recherche fondamentale sur les idées dominantes, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever à l'université, au contraire. C'est pour ça qu'on parle de libertés académiques. C'est le seul endroit où quand vous enseignez ce que vous enseignez, vous le faites de la façon la plus libre et sans censure. C'est un des rares endroits où tout se fait effectivement de façon démocratique, où tout se fait par des délibérations. Les assemblées de départements, de facultés, d'universités, etc. Et c'est ça qui fait effectivement la spécificité de l'université. C'est l'endroit également où, effectivement, si vous avez des enseignants qui ont les compétences, même s'ils ne sont pas des nationaux, ils peuvent venir y enseigner. Donc, ça, il faut le conserver. Oui, mais pour que ça marche... Est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec les forces de l'ordre qui ont élu domicile dans le campus? Non, les forces de l'ordre doivent quitter l'université. Ça fait partie des libertés académiques. Dans les libertés académiques, il y a les franchises universitaires qu'il faut absolument respecter, qu'on doit respecter, quels que soient d'ailleurs les problèmes qui arrivent. Il faut, franchement, que ce soit les assemblées elles-mêmes de délibération qui disent, écoutez, nous sommes en danger, nous sommes menacés, etc. Pour que, effectivement, les policiers puissent venir intervenir à l'université. Mais je pense aussi que les acteurs de l'université, ça veut dire les enseignants, les étudiants, doivent travailler aussi à promouvoir les franchises et les libertés académiques. Parce que vous pouvez les compromettre par votre propre comportement. Parce que aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des choses qui ont eu lieu à l'université qui sont absolument inacceptables. Comme par exemple ces trucs qu'on a versés dans les amphithéâtres. Ça ne va pas. Les bagarres qu'il y a pour effectivement contrôler les amicales, c'est des problèmes. Mais je pense que le premier problème, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des universités où les effectifs sont contrôlables. Et payer les bourses que les à temps. enseignants ne soient pas... Ça, c'est payer les bourses à temps. Ça, c'est élémentaire. Ça, c'est le nœud du problème. Ça, c'est élémentaire. Je pense que ça, c'est élémentaire. Il faut payer les bourses. Ça, je pense que les gens vont bien tirer les leçons pour que les bourses soient payées à temps. Ça, vraiment, c'est élémentaire. Oui. Il faut le faire. Et voilà, et dans nos murs, Alioune Tine, avec un cas importé, pour parler un peu de manière triviale, vous, la gestion de cette maladie et le fait qu'elle soit au Sénégal, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve quand même qu'il y a eu une très bonne gestion institutionnelle de l'Ebola, une bonne communication, une bonne réactivité, à la fois du ministre de la Santé, c'est à la ministre, je pense qu'il faut lui enlever le chapeau à Eva Marie Coll Seck. Et puis, il y a une bonne réactivité de l'ensemble des populations. Hein. Quand on ouvre les télévisions, tout le monde parle de la prévention, les spécialistes interviennent tous ces temps-ci. Quand même, du point de vue du travail de la sensibilisation qui mobilise pratiquement des groupes pluridisciplinaires, hein, vous avez des médecins, vous avez des gens qui travaillent dans l'hygiène, vous avez des fonctionnaires, vous avez des anthropologues. Tout le monde intervient. C'est une excellente chose. On a fait trop. Est-ce qu'on n'en fait pas trop là? Non, oui. On n'en fait jamais trop. Trop de communication, plus la communication comme on dit. Non, il faut que les gens soient informés. Ça, c'est dans le cadre du travail de prévention. Et vraiment, j'ai entendu Diallo Diop le dire, le répéter, c'est bien. Mais ce qu'il y a
dans Ebola, ce sont des images. C'est ce qui travaille notre imaginaire, c'est-à-dire les images de ces corps, les images des gens qui viennent avec les combinaisons pour soigner, les images des morts qu'on enterre. Mais écoutez, tout ça, ça a de peur, des fantasmes morbides, des fantasmes